bonsoir. Une nouvelle année scolaire s'ouvre le lundi 16 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Une année durant laquelle les apprenants devront mettre les bouchées doubles pour la réussir. Et plusieurs conditions sont nécessaires pour y parvenir. Et l'une d'elles, justement, est le bien-être psychologique de l'apprenant. Et cette santé est souvent fragilisée, voire dégradée par la consommation des stupéfiants de tous ordres. Comment alors passer une année saine, une année scolaire saine psychologiquement? Et c'est cette question que nous allons poser aux invités ce soir sur ce plateau de Au cœur de la nation. Et pour répondre à notre question, nous avons le Dr Mazamé Sochonda Pema. Elle est psychologue chargée de la prévention en milieu scolaire au Comité national anti-drogue. Dr Chonda, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, nous avons également le coordinateur de la Croix-Bleue Togo. Que fait la Croix-Bleue Togo? Nous allons le découvrir justement durant ce débat. Il est président du réseau des ONG et associations anti-drogue du Togo, également membre du comité interministériel pour la riposte anti-drogue au Togo. Il s'agit de M. Ayaovi Mocho. Monsieur Mocho, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bonsoir à tout le public qui nous regarde de près ou de loin en ce moment. Merci beaucoup. Et durant ce débat, justement, M. Moncho, je le disais, nous allons découvrir, parce que c'est vrai que nous connaissons la Croix-Rouge, mais ce soir, il s'agit de la Croix-Bleue. Alors, nous allons découvrir ce que c'est concrètement. Tout à fait, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Et nous avons également les représentants, disons, du corps enseignant, les enseignants sur ce plateau. Nous avons d'abord le proviseur du lycée El Aveji et Lavagnon. Il s'agit de M. Kadjangabalo Sekou. Monsieur le proviseur, bonsoir. Bonsoir, Madame Atigakou. Et bonsoir aussi aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Et nous, avec vous, nous allons découvrir tout ce qui est mis en place justement au niveau, dans le milieu scolaire pour permettre aux apprenants de passer une année scolaire saine. Et nous avons également, disons, le représentant des parents d'élèves, M. Pascal Kossi Msou. Il est le secrétaire de l'association des parents d'élèves du lycée Lomé-Port. Monsieur Msou, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, merci beaucoup, madame Anita. Ravi de vous faire votre connaissance aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, chers invités, nous sommes là, donc nous l'avons dit en début d'émission, dès l'entame, pour parler disons, du bien-être psychologique de nos enfants. Parce que pour préparer cette émission, le constat est parti du fait que, bon, il y a une situation, des situations qui se présentent dans nos différents établissements scolaires en ce qui concerne, disons, la prise ou la consommation de stupéfiants par les apprenants. Nous allons le découvrir et voir les mesures qui vont être prises pour justement peut-être circonscrire et même voire éradiquer ce fléau dans nos établissements durant cette année scolaire. Mais nous allons commencer peut-être par planter le décor, on va dire. Il faudrait comprendre ce que c'est. Quand on dit stupéfiant, quand on dit drogue, ou quand on dit que les enfants, la consommation de drogue en milieu scolaire et tout, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, Dr Chonda, quand on entend par stupéfiant ou drogue? Merci, Madame Anita. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Au fait, pour définir le mot drogue, pour aller de façon simple, c'est une substance qui est à la fois naturelle et synthétique, dont la consommation provoque des réactions, perturbe les réactions sur le plan comportemental, sur le plan de la perception, sur le plan des sensations, etc. Autrement dit, c'est une substance qui, une fois consommée, dérange, ou bien, je reviens sur le mot, perturbe le fonctionnement normal d'un être vivant. Et dans notre pays, il y a des drogues qui sont légales et il y en a qui ne sont pas légales. Donc, ceux qui sont légales, ce sont des drogues que l'État autorise sur le plan médical. Donc, la consommation de ces drogues nécessite la prescription d'un médecin et ça se vend dans les pharmacies.
Maintenant, les drogues illicites, ce sont des drogues qui se retrouvent sur le marché sans aucune prescription et que la population consomme à des doses vraiment anormales et qui causent beaucoup de dégâts, surtout chez nos jeunes frères, frères et sœurs. Oui. Merci. Donc, docteur, justement, pour, disons, cette émission, nous parlons de ces drogues-là qui ne sont pas légales, ces drogues illégales, justement. Oui, nous parlons des drogues illégales, avec des boissons énergisantes qui ont des conséquences néfastes sur le bien-être, surtout des jeunes. Ok, donc quand on dit drogue, enfin, il y a drogue comme drogue que nous connaissons, les drogues qui sont saisies et qu'on nous présente enfin, très souvent sur les médias, mais il y a également les boissons énergisantes. Oui, l'alcool, les boissons énergisantes, dans lesquelles on trouve un peu de caféine, etc. Ce sont des substances qui, une fois consommées, stimulent. Et donc, ça crée des dégâts sur le plan surtout mental et donc sur le rendement scolaire des élèves. Ah, ok. Bon, nous allons y revenir parce que, enfin, nous allons comprendre pourquoi ces substances sont consommées par les apprenants. Mais Monsieur Montio, vous êtes, disons, le coordinateur au niveau de la Croix-Bleue. Alors, nous comprenons qu'au niveau de la Croix-Bleue, lutte anti-drogue, il y a une corrélation. Mais dites-nous, quelle est la définition que vous donnez aux stupéfiants, à la drogue? Merci. Et comme vous venez de le souligner, nous sommes de la société civile et nous avons notre façon aussi de voir la chose. Nous mettons sous le vocal drogue, stupéfiants, substances psychoactives, toute substance qu'un individu peut consommer de plusieurs manières. C'est-à-dire, il peut le mettre dans la bouche, il peut le fumer, il peut l'inhaler, il peut le mettre... tout moyen qu'il utilise pour l'introduire dans son organisme de manière à modifier le fonctionnement normal, d'abord de son cerveau. C'est pourquoi d'ailleurs nous parlons de substances psychoactives. Donc une substance qui peut agir sur la psychologie de la personne de manière à modifier ses sensations, et sa manière de réfléchir, de parler, de regarder. Tout ça là, nous le mettons sous le vocable drogue, substances psychoactives, stupéfiants, etc. Et j'aimerais attirer l'attention du public sur ce que le docteur vient de dire. Et très souvent, nous pensons que l'alcool, ce n'est pas une drogue. L'alcool est une drogue. L'alcool provoque pratiquement les mêmes effets, d'ailleurs, que le tabac, la chicha et autres choses que nous connaissons. Donc, je m'arrête là pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Montio. Alors, parce que nous parlons quand nous évoquons drogue et stupéfiants pour ce soir, c'est de voir dans quelle mesure ou de quelle façon les apprenants, les élèves, consomment ces substances-là. Alors, Monsieur le Proviseur, moi, la question que je veux vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, les apprenants, les élèves consomment ces différentes substances que nous avons découvertes à travers cette définition-là? Merci bien, madame. D'abord, je veux remercier madame la doctoresse ou docteur, je ne sais plus, oui, et monsieur pour cette définition. Et ajouter que... parfois, la notion de drogue, du moins à notre niveau, est liée aussi à l'intention du consommateur. Parce que l'élève qui prend du café avec l'intention que cela l'aide à étudier ses leçons, il se drogue. Bon, le café peut être une substance légale qui n'a pas de problème en soi, mais l'intention fait que cette substance devient une drogue. Alors, en milieu scolaire, justement par rapport à cette précision-là, je crois que parler de drogue
ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis bien longtemps, les élèves ont toujours essayé de se donner, de décupler leur capacité d'étude en consommant un certain nombre de substances. Mais il faut reconnaître que ces dernières années, en dehors de ces drogues qui sont plus ou moins coutumières au milieu scolaire, aujourd'hui, les drogues vraiment illicites, je ne sais pas comment les appeler autrement, envahissent nos milieux scolaires. De plus en plus, nos apprenants se livrent à la consommation de ces stupéfiants et cela se remarque dans leur attitude, cela se remarque quand ils sont ensemble, même en présence des enseignants. C'est un constat amer qui se dresse dans nos milieux scolaires aujourd'hui. Alors, monsieur le proviseur, peut-être que je vais revenir vers vous pour que peut-être vous nous expliquiez quelles sont ces attitudes-là que vous remarquez chez certains de ces apprenants-là qui s'adonnent à ces pratiques. Mais monsieur Nsou, vous êtes parent d'élèves. Je rappelle que vous êtes enseignant également, mais vous êtes sur ce plateau en tant que représentant de l'association de parents d'élèves. Alors, dites-nous, est-ce que vous, à votre niveau, en tant que parent d'élèves, est-ce que vous remarquez quand même que cette situation également, peut-être dans votre établissement? Oui, madame, merci beaucoup pour la question. Et la situation est alarmante. Je vais vous donner pour expliquer un exemple. Il y a de cela 2 ans, nous, en tant que parents, en tant que membres du bureau association parents d'élèves, on a été interpellés par un autre parent dont le fils s'est mêlé à un groupe de fumeurs, de tabac, de drogue. Et c'est un groupe d'élèves, je dis de collège, 5e, 4e. 2 élèves, ils ont invité leurs camarades élèves de les accompagner. Et l'enfant naïvement les a accompagnés. Et arrivé, ils ont payé, ils ont commencé à fumer. Ils ont donné à leurs camarades innocents. Et l'enfant a pris. Et l'enfant s'est évanoui. Sincèrement, les parents cherchaient l'enfant. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que l'enfant, il a été amené par ses camarades. Seulement, les parents étaient énervés. Ce qui veut dire que ces camarades ont l'habitude d'en prendre. D'apprendre. Effectivement, c'était une situation qui a causé sincèrement certains problèmes dans l'établissement. Voilà. Mais avec le concours des parents, du bureau, on a pu résoudre. Donc c'est un problème qui effectivement se déroule dans nos établissements. Le problème, il existe. Il existe bel et bien dans nos établissements. Voilà. Alors, monsieur le proviseur, tout à l'heure, vous évoquiez de ces attitudes-là que vous remarquez, vous, en tant qu'éducateur. Cela voudra dire que vous êtes, disons, peut-être familier à certaines attitudes. Et lorsque vous les retrouvez, vous savez que cet élève-là, sûrement, il a dû toucher à une substance. Alors, quelles sont ces attitudes-là que vous décelez? On ne peut pas systématiquement reconnaître ou identifier quelqu'un qui prend ces substances. Mais en général, c'est une attitude de rébellion, une attitude de révolte et ce que nous appelons généralement dans le milieu scolaire l'indiscipline. Ce que le parent d'élève venait de décrire, nous le vivons parfois dans les classes. Un élève qui est insoumis à son enseignant, qui prend du plaisir à perturber la classe, il ne faut pas croire que c'est un simple comportement d'enfant impoli. Non. Derrière cela peut se cacher la consommation de substances. Et je veux ajouter à ce que le parent vient de dire que j'ai connu une situation de ce genre il y a 3 ans. Dans l'établissement, je m'étais rendu compte que généralement, après la récréation, les enfants semblaient échauffés, ils ne se soumettaient plus. Alors que le matin, ils étaient tout douces. Le matin, ils étaient tout calmes. Et c'est fait qu'avec l'intervention des forces de l'ordre, on avait mis la main sur un apprenant
de la classe de 3e, qui a séjourné même à la brigade anti-mineurs, mais on s'est servi de lui comme ils savent le faire pour détecter, non loin de l'établissement, une maison où ils se fournissaient. Alors quand la récréation arrive, ils envoient quelqu'un qui va en acheter et ils ont des codes, des mots de passe. Vous pouvez y aller, on ne vous vendra pas. Et quand lui le ramène, il distribue aux autres et vous voyez l'atmosphère de l'établissement change. D'abord, certains expriment une gaieté excessive, d'autres se mettent carrément en marge du cours, d'autres sortent carrément des classes pour vouloir faire autre chose. Donc, vous sentez tout de suite que dans l'atmosphère de l'établissement, le comportement des apprenants n'est plus celui qu'il faut le pour... comportement habituel. Oui, en fait. le comportement habituel pour que le cours puisse passer. Et en plus de cela, nos apprenants sont aussi en relation avec un monde extérieur qui les amène à s'adonner à cette consommation. Autour de nos établissements, il y a des ghettos, il y a des individus peu recommandables qui rôdent. Et donc, parfois, vous avez certains élèves, je m'excuse de le dire, vous avez certains élèves qui, dans leur tenue vestimentaire déjà, dans le refus de se peigner, par exemple, de se coiffer, vous sentez qu'ils sont en train de dévier. Et cela est parfois lié à la consommation des stupéfiants. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. On comprend que la situation est vraiment alarmante, comme l'a dit monsieur Moussou. Alors, monsieur Mocho, vous, à votre niveau, parce que je rappelle donc que vous êtes, vous êtes membre du comité interministériel pour la riposte antidrogue. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Oui, comme vient de le dire monsieur le proviseur, la situation est vraiment alarmante. Et nous avons réalisé une étude en milieu scolaire, il y a de cela, disons, 6 ans, en 2018. Et c'est en 2019 que nous avons publié les résultats. On a déjà constaté en ce moment que sur 100 élèves enquêtés, on devait avoir au moins 95 élèves qui ont une fois consommé dans 3 mois soit l'alcool, soit le tabac. Wow. Et quand nous prenons la chose sous l'angle de sexe, vous allez voir que pour l'alcool, par exemple, c'est 51 contre 49. C'est-à-dire que les garçons sont à 31% et les filles sont à 49%. Donc, c'est presque les mêmes choses. La même chose, oui. Et vous allez voir, au fil des années, surtout après cette situation de Covid, le chiffre a augmenté. Et ça, nous avons... Est-ce que vous êtes arrivé à vous l'expliquer? Tout à fait. Tout à fait. C'est qu'au cours de la période de Covid, les enfants ne sortaient plus vraiment pour aller à l'école. Et donc, dans les quartiers, les jeunes se regroupaient d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et comme il y a l'oisiveté, ils s'adonnaient à ces pratiques. Et c'était un moment où les dealers avaient mis dans l'idée des jeunes qu'en consommant soit le tabac, le cannabis et même de l'alcool, on pouvait se protéger comme ça contre le Covid. Et vous allez voir cette histoire de Atikedi qui était sortie en ce temps-là. Donc, le serabi mélangé à voilà. Et donc, ça a vraiment aggravé la situation. La période de Covid que nous avons vécue a vraiment changé la donne au niveau de nos États. Ce n'est pas seulement au Togo, mais dans la sous-région, quand vous voyez les chiffres, après Covid, tout est monté en flèche. Donc, c'est une situation réelle que nous sommes en train de vivre. Il y a de cela 3 jours, j'ai fait une excursion en milieu
religieux. Je suis après tout un pasteur baptiste. Donc, nous avons organisé une excursion pour les ados. Fort est de constater que lorsque le moment est arrivé où ils devaient manger ce qu'ils ont, on a vu des jeunes en train de consommer des substances psychoactives. Pour, soi-disant, leur donner de l'appétit. Tout à fait. Et des adolescents. Les adolescents, en milieu religieux. Ce qui veut dire que le mal est partout. On ne peut pas dire qu'à l'église, il n'y a pas ça, c'est faux. Donc, je dis tout ceci pour que les uns et les autres puissent prendre vraiment la mesure de la chose. Nous sommes dans une situation où il faut que tout le monde se lève. Je vous en prie, ce n'est pas question de l'État. Non, ce n'est pas question de l'État. Après tout, ce sont, par exemple, si on prend les parents d'élèves, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Donc, il faut que tout le monde se lève. La situation est réelle et alarmante. D'accord. Merci. Merci, M. Montio. Alors, Dr Tchonda, disons que la situation est ainsi présentée, on voit un peu le tableau. Peut-être que nous n'allons pas nous attarder encore une fois sur la situation au niveau national. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont les sources d'approvisionnement de toutes ces substances-là? Vous, au niveau du CNAD, est-ce que vous avez une idée de comment les élèves, les apprenants arrivent à se procurer ces substances-là? Merci, Madame Anita. D'abord, je voudrais dire que le Comité national antidrogue, c'est l'organe qui coordonne au plus haut niveau des services de l'État tout ce qui est lutte contre la drogue au niveau national. Comme tel, les sources d'approvisionnement chez les élèves, c'est multiple et varié. D'abord, comme l'a dit le proviseur, il y a certains dealers ou bien certains fournisseurs qui sont dans les quartiers et qui sont amis des élèves. Donc, l'élève est chargé de trouver d'autres adhérents, d'autres clients griffes pour pouvoir faire écouler la marchandise comme ils le disent dans leur jargon. Au-delà de ces vendeurs, dealers, au niveau de l'enceinte, à l'intérieur même des établissements, il y a des femmes revendeuses qui sont impliquées aussi dans la vente de ce. Parce qu'on parle de drogue, mais la drogue dont on parle ici, ça englobe aussi bien l'alcool et d'autres formes de drogue. Donc, un élève qui peut s'approcher d'une revendeuse pour lui dire « j'ai mal à la tête, je n'arrive pas à prendre », elle peut lui proposer un produit pour soulager sans savoir que c'est un produit dangereux pour l'âge de l'enfant. Il y a plusieurs sources, donc je ne peux pas tout étaler ici, mais les plus importants, ce sont les revendeuses et puis la communauté, l'extérieur, l'environnement autour de l'établissement. À cela, on peut ajouter aussi, je n'accuse personne, mais il faut que dans nos établissements, nos enseignants servent aussi de modèle à nos élèves. Dans la mesure où quand un enseignant vient à l'intérieur et puis il fume, ou soit les élèves sentent qu'il a bu avant d'arriver, ça veut dire que c'est quelque chose qui est normal et qui peut se faire. Puisque l'enseignant le fait, l'enseignant qui est le modèle que l'enfant copie. Donc, il faudrait qu'on revienne un peu sur ça. Donc, je ne peux pas. Dans nos quartiers aussi, il y a les revendeuses qui vendent des produits énergisants sans savoir que c'est toxique. C'est dangereux pour Donc, c'est pour ça que je rejoins M. Monchon quand il dit que ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de nous tous. Parce qu'il y a le parent, il y a l'État, il y a le chef d'établissement, il y a toute la communauté qui doivent être impliquée dans cette lutte-là. D'accord. Alors, M. Monchon, à ces différentes sources d'approvisionnement de ces stupéfiants que le docteur Tchonda vient de soulever, est-ce qu'à votre niveau,
vous connaissez d'autres sources qu'elle n'a pas encore citées? Oui, bon, on ne peut pas, la liste est vraiment exhaustive. Oui. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, à travers le téléphone aujourd'hui, les jeunes font toute forme de commande. Et la communication est devenue très, très, très facile. Très, très facile. Donc, depuis les lieux où les drogues sont fabriquées, je disais, les drogues sont fabriquées. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont d'une ingéniosité sans précédent en matière de fabrication des cocktails de drogue. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, depuis là-bas, il y a des communications qui se font et les maisons que vous ne pouvez pas imaginer être un ghetto. Ça va être des ghettos. Des ghettos. Et donc, les lieux d'approvisionnement sont vraiment de divers ordres. Tout à fait. Alors, monsieur le proviseur, tout à l'heure, Dr Djonda évoquait ces revendeuses-là, parce que nous savons que dans les établissements scolaires, il y a des revendeuses qui sont là pour pouvoir permettre aux élèves de s'alimenter, de faire la pause et tout. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, vous, à votre niveau, de peut-être de découvrir qu'une revendeuse, ça donnait à, disons, à cette vente-là? Bien, merci. Je voudrais dire que il est difficile de savoir qui vend. Parce que c'est un système de communication, c'est un codage. Je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont des mots de passe. Vous pouvez passer, vous pouvez même demander, on vous dira non, ici on ne fait pas ça. Mais quand ils arrivent avec le mot de passe, ça va se savoir. Et puis bon, je veux dire au niveau des revendeuses que, bon, à mon niveau, je ne peux pas dire que j'en ai connu, mais nous savons qu'elles peuvent être complices. Elles peuvent être complices dans la mesure où, comme l'autre le disait, nous sommes tous parents. Et quand on parle de sources d'approvisionnement, il faut commencer même par la maison. Des élèves de 6e arrivent en classe avec de sorabi. Pourquoi? Parce que maman vend sorabi à la maison. Les élèves arrivent avec du tchouk. Pourquoi? Maman vend du tchouk à la maison. Bon, ça peut sembler anodin, mais ça part de là. Et il faut, quand aujourd'hui nous parlons de drogue, bon, généralement, quand on dit boisson alcoolisée, les gens n'y prêtent pas attention. Mais ça part de là pour arriver aux drogues plus fortes. Moi, c'est avec des élèves que j'ai vu pour la première fois ce qu'on appelle cannabis. Je n'en avais jamais vu auparavant. Et donc, on parle de c'est l'élève qui enseigne quelque chose à l'enseignant. Finalement, c'est l'élève qui enseigne au professeur. Donc, vous me permettez de saisir l'occasion pour remercier notre ministre qui fait l'effort de plus en plus de clôturer nos établissements. Le ministre des Enseignements primaires. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires. De plus en plus, nos établissements sont clôturés et c'est de bonne guerre. Parce qu'un établissement ouvert, c'est que tout le monde peut s'improviser commerçant, vendre ce qu'il veut vendre. Il y a quelques années, dans mon établissement, quand j'étais arrivé, il y avait toujours un monsieur assis tranquillement sous les arbres. On me dit non, il ne fait rien. Il est un peu dérangé psychologiquement, donc il est toujours là. Chaque matin, vous arrivez, vous le trouvez. J'ai dit non, moi je ne crois pas à ça. Quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir toute la journée dans un établissement, il n'a rien à faire. Et puis, bon, j'ai demandé à ce qu'on l'observe. Mais même si on ne l'a pas pris, mais ce qu'on a constaté, que c'est de temps à autre, il y a des élèves qui vont vers lui. Quand ils vont vers lui, qu'est-ce qu'ils font? Bon, heureusement, l'établissement a fini par être clôturé, et nous l'avons mis dehors, etc. Donc, c'est pour vous dire que ce soit les revendeuses ou que ce soit les voisins, oui, souvent des gens s'installent sciemment et ils ont des codes, des moyens par lesquels, et surtout, comme je pense Madame l'a dit, et parmi les élèves, il y a des loups qu'on introduit qui servent d'intermédiaires pour faire circuler les produits. Il y en a qui viennent spécialement dans les établissements pour ça.
Donc, c'est un sujet vraiment assez vaste et le danger est vraiment là, Voilà. imminent. Il est là, il est imminent, il est permanent. Il est réel. Il est réel Voilà. également. Alors, oui, Non, docteur. je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais dire pourquoi ils s'intéressent beaucoup plus aux jeunes. Ok, tout à fait. Si vous permettez. Je voulais juste poser la question sur pourquoi cette cible-là. Oui. Ok. Pourquoi la cible? Parce que s'ils commencent tôt, ils seront d'éternels consommateurs. Pourquoi? Parce que la science a montré que le cerveau de l'enfant est en pleine croissance jusqu'à 25 ans. Donc, comme tel, si les éléments qu'on apporte pour le nourrir, s'ils sont impactés de drogue, ça veut dire que le cerveau va l'enregistrer pour un long moment. Et ça deviendra une addiction. Ça deviendra une addiction et l'enfant va être dépendant. Donc, s'il ne trouve pas, il n'est pas à l'aise. Raison pour laquelle les firmes ou bien les vendeurs de ces genres de produits s'intéressent beaucoup plus à la jeunesse pour garantir des clients pour leur business demain. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau du comité, on insiste beaucoup sur la sensibilisation en milieu jeune. Et on a, en partenariat avec le ministère des Enseignements, formé des enseignants qui sont des points focaux, qui sont en train d'organiser les transferts de connaissances à d'autres enseignants qui n'ont pas suivi la formation. Pour renforcer la riposte, en fait. Pour renforcer la riposte et assainir le milieu scolaire, pour le rendre beaucoup plus vivant, convivial, et que l'enfant ait envie d'aller à l'école et de parler de ses problèmes à son enseignant, en qui il a confiance. Donc, nous travaillons en collaboration avec le ministère de l'Enseignement pour qu'il ne laisse pas n'importe quelle ONG venir en milieu scolaire pour dire qu'il va faire une sensibilisation. Nous travaillons avec des ONG et M. Monchon ici, il peut attester, on les a formés sur le programme. Comment parler de la drogue aux enfants? Parce qu'au comité, on a constaté que le fait d'aller et de dire je vais faire projection de films sur la drogue, je parle de la drogue aux enfants, ça les incite beaucoup plus à s'intéresser à la substance. Parce que c'est maintenant qu'ils découvrent, ils se disent ah mais tiens, il y a quelque chose comme ça en fait. Et puis on a constaté que beaucoup vont vers le ministère et puis ils tiennent des films noirs américains où vous voyez des enfants fumer, etc. Alors qu'au comité, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce partenariat-là qui existe entre nous. Donc, souvent, quand il y a une ONG qui s'approche pour ces genres de sensibilisation en milieu scolaire, il renvoie l'ONG vers le comité pour que le comité atteste de l'outil qu'il veut utiliser en milieu scolaire. Parce qu'on veut, comme le problème est vraiment d'ampleur, tout le monde s'y intéresse et en voulant faire comme ça, on risque de créer plus de dégâts que de résoudre le problème. D'accord. Merci. Alors, merci beaucoup, Dr Chonda. Là, disons que vous évoquez déjà peut-être les causes, les raisons. Alors, Monsieur Nsou, moi, je voudrais vous demander, disons que vous avez vécu de ces situations-là, mais est-ce que vous, en tant que parent d'élèves, vous vous êtes demandé quelles sont les raisons qui poussent les enfants ou les apprenants aujourd'hui à s'adonner à ces pratiques-là, à consommer ces substances-là? Oui, merci beaucoup, madame. Effectivement, les raisons sont diverses. J'aimerais vous narrer cette histoire-là. Un jour, il y a un jeune homme qui était venu chez moi. J'ai constaté que ses yeux sont rouges. On était à l'approche des examens. Et j'ai demandé pourquoi ses yeux sont rouges comme ça. Et le jeune me répondait, monsieur, il dit, je n'ai pas dormi. Il était en train d'apprendre. Voilà, toute la nuit, qu'il est en train de veiller pour l'examen. Ouais. Et il m'a dit ceci, que pour pouvoir bien veiller, il prend des stupéfiants, des cafés, bon, alcool, tout ça, pour pouvoir bien veiller. Donc, une des raisons pour les élèves, quand on prend la drogue, on prend stupéfiant, ça leur permet d'étudier, d'apprendre. Ça, c'est une raison.
Bon, il y a également d'autres raisons. Une autre raison, c'est la mauvaise compagnie. Vous voyez, il y a certains qui prennent la drogue en faisant de mauvaises compagnies. Bon, il y a également des situations anormales dans le foyer. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des familles monoparentales où le papa n'est pas là, c'est la maman n'est pas là. Donc, l'enfant n'a qu'un parent. Et des fois, la situation dans le foyer, la situation dans la famille, ça ne va pas. Et l'enfant, pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir oublier ses problèmes, il veut prendre de quoi? De la drogue. Ouais. Et des fois, on veut affirmer son identité, sa jeunesse, pour montrer que, bon, mon enfant, en tant que jeune, il faut avoir de la force. Donc, en prenant de la drogue, on va avoir de la force. Donc, voilà quelques-unes des raisons qui les poussent à prendre ces stupéfiants. D'accord. Alors, monsieur Moncho, moi, en écoutant monsieur Nsou parler tout à l'heure, peut-être que l'idée me vient, est-ce que l'autre raison, bien l'autre cause, on va dire, ce sont peut-être ces films, les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que vous avez peint peut-être une situation où les élèves vont peut-être dans une maison pour fumer. Dans la classe, il y a quelqu'un qui vient approvisionner. C'est presque le même scénario qu'on voit dans les séries, dans certaines séries aujourd'hui, où bon, les élèves à l'école, mais il y a quelqu'un qui vient vendre de la drogue sous couverture et tout ça. Est-ce que disons que les réseaux sociaux aujourd'hui, la télévision aujourd'hui également a participé à cela? Je réponds affirmativement parce que nous vivons cela. Nous vivons cela. Aujourd'hui, tout s'apprend par l'Internet. Tout s'apprend. L'accès est tellement facile. Assez facile à la maison, dans sa chambre. Le jeune a accès à tout. Et donc, il faut dire que la période de l'adolescence est une période où les jeunes veulent tout savoir. Il y a une curiosité qui les anime. Ils veulent tout essayer. Ils veulent tout comprendre. Voilà, c'est aussi une des raisons. Alors, l'enfant peut se cacher chez lui, dans sa chambre, avec son téléphone, mais vous n'allez pas imaginer ce qu'il est en train de faire. Nous avons réquisitionné un ordinateur d'un jeune et d'abord, il a tout codé. Et c'est avec les informaticiens, ceux qui en savent quelque chose, qu'on est arrivé à décoder la machine. Et quand on a décodé la machine, vraiment, vous avez été surpris d'être étonné. Tout est là-bas. C'est-à-dire, c'est que l'enfant est allé à la dérive. Et il en était conscient, c'est pour cela qu'il a codé le téléphone. Bien sûr. Et donc, il a été envoyé vers nous pour que nous puissions l'accompagner sur le plan psychosocial en matière de réhabilitation. Mais ce qu'on a découvert dans son ordinateur prouve à suffisance là où il est arrivé. Donc, c'est dire que si le gouvernement interdit aujourd'hui l'usage du téléphone, ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux, la France aussi a fait sortir des communiqués comme ça, interdisant l'accès aux enfants à ce genre de choses. C'est que tout le monde a compris maintenant que le mal qui se fait voir dans la société, les réseaux sociaux aussi également en ont pour quelque chose. On comprend que la situation, elle est tellement alarmante qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes. Alors, Dr Dionda, nous avons parlé peut-être de la situation qui se présente, les raisons, les causes, mais il faut également évoquer les conséquences, parce que si on lutte contre le fléau, c'est parce que il y a... Est-ce que je peux dire oui, oui, proviseur. À propos des raisons, effectivement, le parent a dit quelque chose tout à l'heure. Généralement, lorsque nous avons des assemblées générales de parents d'élèves, nous leur disons ceci. Il y a la maison, il y a l'école,
Et entre la maison et l'école, il y a la rue. Il y a la rue. Et malheureusement, quand la maison ne tient pas, parce qu'il faut que les deux tiennent. Quand la maison ne tient pas, la rue l'emporte. Et pratiquement, il arrive que la rue remplace même la maison. Et le parent a tout dit, les foyers monoparentaux, etc., les parents toujours absents, etc. Et en plus de cela, qu'est-ce que la rue fait? La rue a déjà façonné une personnalité qui est la personnalité type de l'adolescent, du jeune, qu'on vend dans le quartier, on vend sur les réseaux sociaux pour être un bon jeune de son temps. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Conséquence, qu'on ait les moyens ou pas, on y entre. L'année passée, on m'a amené un groupe de jeunes filles de la classe de 5e, 4e, surprise, en train de fumer du chicha. Et quel chicha? Chicha électronique. Moi, c'est la première fois que je voyais ça, chicha électronique. Et c'est une élève qui vient d'un autre établissement avec ça et qui retrouve des amis, elles le font ensemble. Et j'ai dit, mais comment ça se fait? Elle prend le truc, elle met dans la bouche et puis la fumée sort par les narines, comme au temps où on faisait la publicité de cowboy, etc. Oui. Donc, ce qu'on appelle la rue aujourd'hui, c'est beaucoup de choses, mais je crois que l'école ne suffit pas. Les parents, vraiment, ont un rôle déterminant. Et quand les parents ne tiennent pas, malheureusement, c'est la rue qui récupère. La rue, c'est tout ce qu'on a dit, mais c'est aussi tout ce qui est au bord de la route. Un élève me dit, non, monsieur, avant d'arriver, j'ai acheté du vin. Ils ont des vins la façon. J'ai acheté du vin que j'ai bu avant d'arriver. Bon, tout ça, c'est la rue. Tout ça, c'est des... On incite les jeunes à prendre un certain nombre de substances qui les mènent justement à la dérive. Merci. Merci, monsieur le proviseur. Et docteur Tchonda, vu donc la situation, justement, et quand ces situations-là se présentent, on voit tout ce à quoi les jeunes, les apprenants s'adonnent aujourd'hui. Alors, quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence sur, disons, le jeune de façon générale? Parce que c'est vrai que nous allons nous attarder sur son psychique, mais quelle est la conséquence de la consommation de ces stupéfiants-là sur l'apprenant? Merci, madame. Les conséquences, elles sont nombreuses, très nombreuses. Ça atteint le plan mental, physique, société, famille, etc. Sur le plan mental, par exemple, l'enfant ne perçoit pas bien. Dans la définition de la drogue, on a dit que ça altère la perception, la sensation. Donc, l'enfant peut, sous l'effet d'une drogue, faire du mal à son petit frère sans savoir qu'il est en train de faire du mal à son petit frère. Sur le plan famille, quand ça commence souvent, il y a division entre papa et maman parce que souvent, c'est la maman qui est à la maison et donc si ça ne va pas, c'est sa faute. Et donc, il y a certaines familles qui vont jusqu'au divorce à cause de cet enfant-là. Parce que quand ça attaque la personne, ça vient de façon rapide, mais pour que ça parte, ça prend du temps, de l'argent, d'affection, ça demande beaucoup. Raison pour laquelle on insiste sur la prévention. Dans la société, l'enfant qui consomme a besoin d'argent pour acheter. Donc, quand il finira l'argent de ses parents, il va aller dehors. Il va commencer par le voisin et puis il va contaminer, il va commencer par déranger tout le quartier et voir la communauté. Sur le plan physique, c'est un enfant qui va s'isoler, qui ne va pas... Soit il est violent, soit il est très calme dans son coin. Tu penses qu'il est calme, mais il n'est pas calme. Ça trompe les parents. Parce que souvent, les enfants sont agités à leur âge. Certains sont en hyperactivité. Maintenant, quand l'enfant commence par consommer et il reste calme, on dit que maintenant il est devenu sage. En ne cherchant pas à comprendre pourquoi l'enfant est devenu subitement calme. Donc, quand il y a changement de comportement, quand l'enfant mange un peu trop, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, les enfants mangent beaucoup. C'est normal parce qu'ils sont en pleine croissance. Mais quand c'est un peu
exagéré, il faut se poser des questions. Il faut d'abord aller à l'hôpital. Si sur le plan physiologique, il n'y a pas de problème, chercher où est-ce qu'il y a problème. Il y a certains, par contre, quand ils prennent, ils n'ont pas envie de manger. Et puis, comme on est en milieu scolaire, le parent d'élève a dit que l'enfant, à la veille des examens, il consomme pour ne pas pouvoir apprendre. Certains même, quand il y a exposé, ils doivent prendre pour être à l'aise devant. Voilà, pour pouvoir supporter le stress du public, etc. Mais au début, quand l'enfant consomme, il a comme l'impression que ça marche parce que le résultat est là. Oui, je veille, je prends la parole, je ne suis plus timide, je parle devant tout le monde, je n'ai pas peur. Mais au fur et à mesure, la petite dose qu'il prenait, ça ne suffit plus. Donc, il augmente la dose et les conséquences vont suivre. Celui qui était brillant, ou bien celui qui occupait les premières places, va commencer par avoir ses notes, commencer par diminuer petit à petit, et il va à la fin, parce que ce qu'il dépassait, le dépasse maintenant. Et donc, il a honte et il trouve qu'il n'a plus sa place à l'école. C'est valable aussi pour les apprentis maçons, menuisiers, etc. Donc, et puis, il quitte l'école et il rejoint la rue, comme l'a dit le proviseur. C'est pour ça qu'il faut un travail entre la maison et les enseignants pour détecter la situation de l'enfant. Parce qu'on a constaté, comme la Croix-Bleue l'a dit, les réseaux sociaux cooptent les enfants qui sont innocents et qui n'ont aucune information sur ce qu'on lui propose. Donc, il prend parce que c'est la tendance, mes collègues le prennent, et après tout, ça génère des problèmes. Des problèmes pas possibles au niveau famille, etc. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, docteur. Oui, monsieur Mocho, vous voulez ajouter? Parce que je sais que vous rencontrez beaucoup de situations. Oui, j'aimerais dire quelque chose par rapport aux conséquences. L'alcool ou tout autre drogue, quand c'est un enfant qui le prend, de 0 jusqu'à 25 ans, le cerveau de l'homme se met en place. Donc, c'est à partir de 25 ans qu'on peut dire que le cerveau de la personne est mature. Donc, si un enfant s'amuse à prendre ce genre de substances pendant toute cette période-là, ça traîne. Dans cette lutte-là. Donc, au niveau des établissements, la prise en charge est faite, c'est-à-dire que le chef d'établissement doit normalement avoir des informations sur les signes précoces d'alerte. Et maintenant, quand il a les signes, il peut remonter vers nous, ou soit il remonte vers les ONG qui sont impliquées dans la lutte contre la drogue. Il y a les ONG reconnues. Mais entre-temps, le comité a formé le corps médical et les ONG sur la prise en charge par rapport à ces substances-là. Donc, ils sont sur toute l'étendue du territoire, dans les CHU et les CHR. Il y a des personnes de santé mentale, les psychologues, les ONG qui sont impliquées dedans. Donc, quand il y a problème, la première étape à franchir, c'est d'aller à l'hôpital pour demander « j'ai tel souci, je ne sais pas c'est quoi », pour qu'on lui indique l'aide adéquate. C'est ce que je peux dire. Maintenant, à Lomé, ici, il y a plusieurs ONG. Il y a la Croix-Bleue, il y a RAPA, il y a René Marie, il y a les centres de santé mentale de Agoué, ils sont là. Donc, quand on ne comprend pas une situation, si c'est à l'école, approchez le chef d'établissement. Si ça le dépasse, il saura quel conseil vous donner. Voilà. Donc, j'exhorte vraiment les parents. Parce que c'est un problème qui commence à la maison. Actuellement, il y a une tendance qui est là, que les enfants viennent avec des gourdes. Et dans ces gourdes-là, quelquefois, on met des substances qu'on ne maîtrise pas. Il a été retrouvé dans des gourdes des enfants, des mélanges. Ce n'est même plus de l'eau chaude, mais c'est une boisson vraiment fabriquée d'une manière ou d'une autre. Pour permettre à l'enfant d'avoir de l'énergie et tout cela. Oui, mais c'est l'enfant même qui prépare sa potion qui prépare magique. Parce qu'il a vu
peut-être les Les parents. parents en prennent. Les parents disent que ça, quand je prends, je suis éveillée, je suis ça. Et l'enfant, Et vu que les enfants copient, les ce parents qu'ils sont voient. toujours les modèles pour les enfants. Tout à fait. Donc, il faut vraiment qu'on veille sincèrement. Parce que l'ampleur, le problème, ça prend beaucoup d'ampleur. Et si on ne fait rien aujourd'hui, avant, il y avait des lieux qui étaient reconnus à Lomé comme les lieux où il y avait de ces genres de substances. Mais maintenant, Aujourd'hui, c'est c'est des lieux tout. insoupçonnés. C'est hein. tout, c'est partout, vraiment. en fait. C'est partout. Tous les quartiers sont envahis. Tout à fait. Alors, docteur, chers invités, malheureusement, notre temps est écoulé, mais nous allons faire le tour de plateau pour recueillir les conseils, parce qu'on l'a compris, il est primordial que chacun puisse prendre ses responsabilités, que les responsabilités soient situées et que chacun puisse jouer son rôle, tous les acteurs puissent jouer leur rôle pour pouvoir permettre aux apprenants de passer une année scolaire saine. Alors, monsieur, nous allons commencer par vous. Si vous avez un conseil à donner aujourd'hui, quel serait-il? Bon, le conseil à donner, c'est d'abord en tant que parent. J'aimerais donner ce conseil aux parents. C'est vrai, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile, mais la Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont abandonné leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui font des enfants. Nous n'avons pas des mamans qui les éduquent. Nous avons des papas, nous avons des hommes pour faire des enfants. Nous n'avons pas des papas pour les éduquer. Aujourd'hui, des parents ont abandonné leurs responsabilités. Donc, j'exhorte les parents de pouvoir prendre leurs responsabilités en main et de pouvoir bien éduquer les enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Pascal Kossi-Moussou. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire de l'association des parents d'élèves du lycée Lomé-Port. Monsieur le proviseur, votre conseil ce soir? Le conseil va toujours aux parents. Au moins une fois dans le mois, venez vous enquérir de ce que fait votre enfant à l'école. S'il y arrive, ce n'est pas à la fin de l'année qu'il faut chercher le résultat. Il doit avoir une relation permanente entre la maison et l'école. À ce prix, nous pourrons sauver nos enfants. Merci beaucoup, monsieur le proviseur. Je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée à Védi et Lavagnon, monsieur Kadjangabalo et Sekou. Alors, monsieur Moncho, votre mot de fin ce soir? Oui, moi, je vais d'abord dire aux jeunes que la drogue est un trompe-cerveau. C'est comme ça que nous le disons communément. Un trompe-cerveau. Que ce soit l'alcool, le tabac, la chicha, ce sont des trompes-cerveaux. Ils vont tromper votre cerveau. Ils ne vous feront pas voir la réalité des choses. Et je vais insister également par rapport au rôle des parents. Que les parents cessent d'être démissionnaires vis-à-vis de l'éducation qu'ils doivent donner à leurs enfants. Il y a un penseur qui a dit « L'enfant est le père de l'homme ». Oui. Si vous me voyez aujourd'hui en tant que Isidore Moncho, et avec tout ce que vous voyez, ça dépend des relations que j'ai eu à avoir avec ceux qui m'ont donné la vie, les oncles, les tantes, voilà, et mes enseignants. Donc, nous devons, en tant que parents, prendre nos responsabilités. C'est très important. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ayaovi Mocho. Je rappelle donc que vous êtes le coordinateur de la Croix-Bleue Togo, président du réseau des ONG et associations antidrogue du Togo et membre du comité interministériel pour la riposte anti-drogue. Alors, docteur Djonda, nous terminons avec vous. Alors, le mot de fin, peut-être le mot du comité. Merci. Le mot du comité, c'est d'abord remercier tous ceux qui sont présents sur ce plateau, à travers leur ministère et mon ministère. Et ensuite, dire aux chefs d'établissement que si dans leur environnement immédiat, s'il y a des soucis liés à ces genres de substances, ils doivent remonter l'information vers nous puisque le comité travaille en collaboration avec les forces de l'ordre et de la sécurité pour voir quelles dispositions on pourra prendre pour les aider. Et aussi les exhorter à s'appuyer sur les enseignants formés sur le programme de prévention en milieu scolaire
pour pouvoir mettre au sein des établissements des équipes dirigeantes de l'action de prévention qui prend en compte aussi bien le climat, l'environnement et tout. C'est un programme élaboré et qui est très efficace en milieu scolaire. Au niveau des parents, nous les exhortons vraiment à revenir à l'ancien temps, pour revenir à la maison. C'est vrai que le coût de la vie est très élevé, mais on ne peut pas courir, réunir tout l'argent et ne pas trouver. Celui qui doit l'utiliser n'est pas apte à le faire. Là, c'est un grand gâchis. Et c'est ce qu'on est en train d'observer dans nos sociétés. Donc, je les exhorte à être à l'écoute de leurs enfants. Vraiment, l'écoute, c'est important. D'abord, lorsqu'ils installent l'écoute, ça veut dire qu'ils mettent en confiance l'enfant. Et donc, s'il y a un problème, l'enfant peut facilement venir dire à leurs parents. Ils doivent s'informer pour donner l'information juste aux enfants. Être à leur écoute, etc. Comme le temps n'est pas long, à l'endroit des élèves qui n'ont qu'à savoir que leur cerveau est en pleine croissance. Et comme tel, ils doivent le nourrir des activités sportives, des activités culturelles, etc. Ne pas prendre des substances pour essayer d'aller plus vite que le cerveau. Le cerveau que Dieu nous a donné a plein de capacités. Il suffit de bien manger, surtout de bien dormir, de faire des activités pour augmenter notre quotient intellectuel et être le meilleur parmi les meilleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Mazamé Sochonda Pima, psychologue chargé de la prévention en milieu scolaire au Comité national anti-drogue CNAD. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau, rappeler et donner des conseils justement pour une année scolaire réussie, une année scolaire saine pour les apprenants. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris que la lutte contre la drogue en milieu scolaire est une affaire de tous, parce que la répercussion, la conséquence, c'est sur toute la société. Il y va de la responsabilité et de l'apprenant et des parents d'élèves et des enseignants également. Merci de nous avoir suivis. Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les élèves, au corps enseignant, à tous les acteurs impliqués, et nous souhaitons une bonne année sans drogue au Togo. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent sur nos programmes. Et le rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.